À la une, fin de la mise en sécurité de la RN2 entre Saint-Pierre et Le Carbet. Le bloc rocheux qui menaçait de s'effondrer a été détruit ce matin. Pas de situation chaotique sur les routes. Les déviations ont été respectées. Répression et prévention. Une quinzaine de gendarmes et d'agents municipaux ont fait corps ce matin au François lors d'un contrôle routier. Une opération de routine pour faire face au mauvais comportement des automobilistes. Le Vauclin est aussi une destination touristique et la commune tient à le faire savoir. La ville a organisé ce week-end son premier forum pour valoriser les sites du secteur. La 5e édition de la journée Outre-mer Développement rassemblait aujourd'hui les acteurs économiques ultramarins. Un événement très attendu pour échanger ou bien encore recruter. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Débutons ce journal avec ce carambolage en début de soirée au niveau du magasin La Grande Récré de Dillon. Voyez les images captées par un de nos téléspectateurs. Un accident qui a provoqué un embouteillage à l'entrée de Fort-de-France. Des dégâts matériels. En revanche, aucun blessé n'est à déplorer. Et si vous aussi, vous avez des infos, images, vidéos à nous faire parvenir, envoyez-les nous par mail à l'adresse info@wipa972.com. Un bloc rocheux menaçait de s'effondrer sur la RN2 entre Saint-Pierre et Le Carbet. Au grand mot, les grands remèdes. Aujourd'hui, on l'a fait exploser. L'intervention a débuté ce matin et se poursuivait jusqu'en début d'après-midi. Pas de situation de crise sur les routes cette fois-ci. Les déviations mises en place ont été respectées. Julien Goudichou. 3, 2, 1... Au total, ce sont 4 mètres cubes de roches qui sont réduites en fumée. L'équipe spécialisée dans le travail acrobatique n'en a pas fini avec la bête. Le bloc rocheux doit être sécurisé définitivement. La mise en sécurité du talus est au top, je dirais maintenant, parce qu'il y a des câbles qui sont sur les blocs rocheux et la purge est en train d'être faite là. Pour maintenir les blocs rocheux, on va pulser du béton sur les blocs rocheux avec un grillage dessus. Donc il n'y aura pas de dégagement de mini-blocs ou de cailloux qui puissent entraver la circulation, même pour les piétons. Afin de permettre le déblaiement de la chaussée, une déviation par Font-Saint-Denis et le Morne-Rouge a été mise en place. Mais tout le monde n'était pas au courant, comme ces touristes à l'arrêt, impuissants face au barrage. Pour l'instant, on est bloqué à Saint-Pierre, oui. À moins que vous nous indiquiez un chemin? Moi, ça m'embête pas, mais bon, ils font leur travail. Mais bon, ils ne pouvaient plus faire ça au moins la nuit. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, ils font leur travail, nous sommes obligés. L'événement aura tout de même fait des heureux, comme ce vidéaste amateur qui en a pris plein les yeux. Ça a été impressionnant parce qu'il y a eu une grosse détonation, enfin même 3 détonations, 2 simultanées et une séparée. Et il y a eu quand même des jets de pierre qui n'étaient pas prévus. La paroi rocheuse ne présente a priori plus de danger, mais les experts la contrôleront régulièrement. D'autres secteurs feront également l'objet de travaux afin de prévenir le moindre risque. Il y aura toujours une inspection par la suite, voir si le bloc rocher est encore là, bien stable. Au niveau de l'instrument, on devrait intervenir aussi sur ce talus-là, faire une purge et remettre des filets en bon état. Suite des travaux, fin de l'année 2015. Cette démonstration de force en début de matinée au François, un contrôle routier a mobilisé plus d'une quinzaine d'agents municipaux et de gendarmes. Objectif, sévir face aux infractions et montrer leur mobilisation. La cible prioritaire, les conducteurs de 2 roues. Guillaume Bacoul. Pour cet automobiliste, la journée aurait pu mieux commencer. Bonjour madame, contrôle routier, police, gendarmerie. Avec une quinzaine d'hommes mobilisés aujourd'hui, les forces de police et de gendarmerie quadrillaient la commune du François de 9h à 11h ce matin. Une formalité quand on est en règle. Quand on est en règle, en général, ça va, ça passe bien. Il y a un peu de stress, mais bon, sans plus, avec sérénité. Mais un moment un peu moins agréable pour les contrevenants, même si ici l'infraction est mineure. Vous avez pas vu ce que j'attends là? C'est quoi, c'est un PV? Voilà. Vous savez combien? Oui. C'est combien? Enfin, l'agent vient de me dire 90 €. Objectif du jour, faire de la prévention, mais surtout de la répression, avec en ligne de mire une cible particulière qui a défrayé la chronique en ce début d'année. La sensibilisation des 2 roues à mettre aux mesures de sécurité, port du casque en particulier, de façon à ne pas rentrer dans une spirale comme nous avons connu en début d'année, où beaucoup de motards se sont tués et dont la majorité ne portait pas le casque. Et si j'y ajoute à cela d'autres
risques liés à la prise d'alcool ou autre, on voit bien qu'il faut sensibiliser, qu'il faut faire de la répression aussi, de façon à ce qu'on ne subisse pas tous ces morts sur la route. Une opération qui n'a rien d'exceptionnel malgré cette période de congé scolaire. La synergie des forces entre les municipaux et les hommes en bleu permet davantage de proximité entre les forces de police et la population. Il faut tenter d'apaiser les esprits après les contrôles houleux du début d'année. Donc ils nous renforcent, ils viennent travailler avec nous et cela se passe parfaitement bien. Nous contrôlons les personnes avec le sourire, ils nous accueillent avec le sourire, il n'y a pas de difficulté en particulier. Comme je vous l'ai dit, en premier lieu c'est du préventif, donc c'est très bien accepté par la population et les conducteurs. Bilan de l'opération du jour, 16 infractions constatées en 2 heures, principalement des défauts de ceinture et de contrôle technique. Et n'oubliez pas d'être prudent sur nos routes. Les forces de l'ordre auront fort à faire également pour trouver les coupables de ce cambriolage. Un cambriolage bien particulier puisque c'est la maison d'Aimé Césaire située route de Redoute qui a été visitée. Une enquête est donc en cours. Poursuivons en prenant la direction de l'Hexagone où la 5e édition de la Journée Outre-mer Développement rassemblait aujourd'hui les acteurs économiques ultramarins, entrepreneurs, représentants d'organismes étudiants. Tous se sont rencontrés pour recruter, faire du réseautage ou bien encore échanger. Un événement très attendu auquel de nombreux parlementaires, dont le Premier ministre Manuel Valls, se sont rendus. Thomas Delorme et Éric Dupuis. Bonjour, donc Louis Darwin. Donc, voilà, donc je suis actuellement à la recherche d'emploi. Je suis donc un jeune diplômé d'école de commerce. Darwin a 26 ans. Il vient d'être diplômé en école de commerce et dans ce salon, il est à la recherche du Graal. Le Graal pour moi, ce serait de revenir aux Antilles et apporter mon savoir-faire et mon savoir-être. Et en tant que jeune, toujours avoir des forces vives pour construire la Guadeloupe de demain, éventuellement la Martinique, la Guyane. Mais pas facile, quand on habite dans l'Hexagone, de prendre contact avec des recruteurs. Pourtant, Darwin est persuadé de ses atouts. C'est vrai que le jeune qui a sa formation aux Antilles, il a peut-être une meilleure connaissance du terrain, peut-être qu'il est resté plus longtemps que moi sur le terrain. Mais en tous les cas, j'apporte un plus et aussi moi aussi je suis originaire de là-bas et je suis imprégné de cette culture. Pourquoi pas faire une bonne équipe? Même si les offres d'emploi ne sont pas nombreuses, côté employeur, on est aussi à l'affût de ces profils hexagonaux. Vous apercevez qu'il y a tout autant d'ultramarins sur la France métropolitaine que sur nos îles. Et ne pas venir au contact de ces talents ultramarins serait une erreur de notre point de vue. En tous les cas, ça enrichit nos bases de recrutement. Et à cette journée, il y a les entreprises, les jeunes et même la visite d'un Premier ministre. Je suis venu les encourager d'abord parce que cette initiative est d'une très grande qualité. Elle permet surtout des rencontres entre les territoires, les entreprises, les jeunes. Elle redonne de l'espoir. Nous sommes là pour soutenir cette économie. Et le soutien à l'économie, il en sera aussi question lors du prochain déplacement du président de la République aux Antilles. Ce sera le 9 mai prochain. 20 000 fidèles sont attendus demain au stade Pierre-Aliquer de Dillon pour l'ordination de Monseigneur David Macaire, le nouvel archevêque de la Martinique. Afin d'accueillir l'ensemble des paroisses de l'île, une grande répétition générale a eu lieu en fin de journée. Nommé par le pape François le 7 mars dernier, le père David Macaire va ainsi succéder à Monseigneur Michel Méranville à l'issue de la consécration épiscopale. On écoute les propos recueillis par Marie Tricot, du chargé de la communication au comité d'organisation. Comme beaucoup de fidèles voulaient participer effectivement à cette grande fête diocésaine, eh bien c'est un stade qu'il fallait pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Et Monseigneur Macaire a donc demandé à la municipalité de Fort-de-France ce stade de Dillon. Et M. Laguerre, le maire et la municipalité ont accepté. Et après, tout s'est mis en place, tout s'est enclenché. Chaque département de l'organisation a travaillé pour avoir des chaises, pour avoir les conditions de sécurité requises. Et aujourd'hui, on peut dire, vous le voyez, que tout est prêt pour accueillir tous les fidèles qui voudront venir demain. Nous avons demandé aux fidèles de venir avec des hauts ou des t-shirts aux couleurs de leur paroisse et de leur district, puisque le diocèse est organisé en districts et chaque district a une couleur qui l'identifie. Le bleu, le rouge, le vert, le blanc. Et donc, nous avons souhaité répartir de manière harmonieuse tous ces fidèles et toutes ces couleurs autour du stade pour que la fête soit aussi une fête pour les yeux. Et demain, nous reviendrons sur cette ordination plus en détail avec notre émission spéciale présentée par Kathleen Bilascopette.
Restez avec nous. Dans quelques instants, votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Ce soir, direction la périphérie foyalaise, plein feu sur la cité Bonaire. De la copropriété dégradée à l'éco-quartier caribéen, le quartier Bonaire est en pleine mutation. Une transformation qui nous pousse ce soir à découvrir les figures emblématiques de la cité. Puis nous connaîtrons un peu plus du club de football centenaire, l'Intrépide, suite à la rénovation du quartier entrepris en 2010. La formation va peut-être disparaître, nous verrons pourquoi. Direction le Vauclin pour continuer. Le Vauclin qui tient à mettre en avant son attractivité touristique. Selon le comité de tourisme martiniquais, moins d'un touriste sur deux venu visiter l'île s'arrête dans la commune. Face aux paysages de la montagne Pelée ou bien encore aux plages du Diamant, la ville affiche donc sa compétitivité. Le forum organisé pour l'occasion ce week-end, Vacances Vauclin Bel Plaisir, est une véritable opération séduction. Élodie Toutou. Lorsque l'on demande aux Vauclinois quels sont les atouts de leur ville, ils ne tarissent pas d'éloges. C'est une ville authentique. Nous avons la pêche, la mer, l'agriculture. Le côté balnéaire, la tranquillité, les paysages et puis c'est assez chaleureux. Une commune chaleureuse qui souffre aujourd'hui d'un problème d'attractivité. En fait, vous n'aviez pas du tout entendu parler des différentes manifestations, des parcs d'attractions? Non, pas du tout. Non. Sur 10 visiteurs de la Martinique, seuls 4 s'arrêteraient au Vauclin. Problématique lorsque l'on sait que le tourisme est la troisième ressource de la ville. En cause, le manque de communication. Je pense que c'est parce qu'il faut avoir une bonne visibilité, que ce soit sur Internet, le bouche à oreille. Donc il faut développer tout ça, éventuellement créer des sites web pour que tous les hébergeurs puissent développer leur clientèle, participer à des expositions comme aujourd'hui. Une solution peut être ce salon, Vacances Vauclin Bel Plaisir, qui vient de voir le jour. Une initiative de la ville pour faire découvrir ses nouveaux acteurs, comme Claude Marie-Louise, qui a ouvert récemment un gîte d'agrotourisme. Ce qui attire les touristes chez moi, c'est la visite, découvrir aussi le mouton marqué parc naturel, puisque c'est un mouton local. Depuis 2 ans, nous avons véritablement commencé l'activité touristique et nous allons la développer puisque les gens sont demandeurs. De nouvelles activités qui s'accompagnent de rénovations. Nous allons refaire le club nautique. Nous avons prévu aussi de réaménager au niveau de l'accès à la plage également, de façon à ce que ce soit plus convivial et qu'elle soit piétonne. Rénover, mais aussi communiquer. Le Vauclin est aujourd'hui prêt à tout pour attirer les touristes, pour que les richesses nautiques mais aussi culturelles ne tombent pas dans l'oubli. L'information locale et communale continue dans vos quartiers tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la ville capitale, plein feu sur la cité Bonaire, l'une des plus anciennes cités de l'agglomération feuillalaise. Une escale que nous propose de découvrir Hubert Bornil, Claude Tell et son équipe. Bonsoir, numéro exceptionnel du JT des communes. Ce soir, nous sommes à Fort-de-France, précisément au quartier Bonaire, à la cité Bonaire. Il s'agit d'un sous-quartier, en fait, d'un grand quartier populaire feuillalais, Morne-Pigerin, au Duport. Il a été construit en 1964. À l'origine, il s'agissait de reloger certains habitants du Morne-Pigerin. Alors, depuis plusieurs générations de familles ont connu des histoires heureuses ou malheureuses sur ce site. La cité Bonaire, c'est cet ensemble de 3 immeubles dans lequel on peut retrouver 70 logements. Longtemps délaissé, à partir de 1987, on assiste à une dégradation des parties communes. On dit alors qu'il s'agit d'un manque de bailleur social. La décision de démolir la cité Bonaire est prise en 2008 pour en faire un éco-quartier caribéen. Dans ce magazine, nous vous révélerons quelques aspects ignorés jusque-là de la cité Bonaire. C'est parti pour Bonaire en mouvement. La cité Bonaire à l'aube d'une ère nouvelle, cet ensemble de bâtiments que l'on peut encore voir jusqu'à maintenant devrait être démoli pour faire place
à de nouveaux ensembles. Une équation pas simple, pas facile du tout. Aujourd'hui encore, des dizaines de familles vivent derrière ces murs. Elles ont une histoire, elles ont des mots à dire. Alors bien sûr, on peut dire que l'opération ne se fait pas sans douleur. Voyons donc ce reportage de Julien Godichaud. On dira de la copropriété dégradée à l'écoquartier caribéen. Il reste encore du chemin. De grands bâtiments délabrés. Le quartier de Bonnaire a des allures de cité perdue. Bientôt, ces immeubles seront démolis. La mairie a promis de reloger les habitants, mais ils ne veulent pas perdre au change. Lucie et Tony animent le comité de défense de la cité. Ce matin, ils rendent visite à l'un des propriétaires du bâtiment A. Vous avez vu, il y a certains appartements qui ont été murés. Les personnes qui habitaient ici ont été délogées. Et pour éviter qu'il y ait des squatteurs, donc la SAS Bonnaire font murer les appartements. Ce passionné de style pan est propriétaire depuis 50 ans. La reconstruction, il est pour, mais les conditions ne lui conviennent pas, car il perdrait son statut pour devenir locataire. Je suis à la retraite, je touche 424 €. Est-ce que je peux payer quand même un loyer avec ça? Je ne crois pas que je pourrais payer un loyer avec ça. Alors si je demande qu'on me reloge, en quelque part, qu'on me reloge, quoi. Nous quittons le domicile de M. Hilaire et d'autres habitants se joignent à nous. Ici, tout le monde est solidaire et tient à montrer l'état de vétusté des lieux. Ici, il y a une fuite d'eau et depuis le mois de janvier, ça a été signalé. L'équipe d'eau d'ici est venue à regarder et depuis, rien n'a été fait. Le canal est bouché, donc vive le chikungunya. Au bâtiment C, même constat. Il n'y a pas de lumière à ce niveau-là. Si les pompiers doivent venir faire une intervention pour quelqu'un qui est malade et qu'il n'y a pas de lumière, ces personnes ne pourront pas faire leur travail convenablement. Il y a un risque pour le malade et les pompiers. Madame Couturier, elle, a été relogée à la Cité Bonnaire il y a 50 ans. À l'époque, elle était ravie du cadre, mais depuis, le décor a bien changé. Au Monde Pigeon, c'était une seule petite pièce. Et ici, il y a 3 petites pièces, alors c'était un peu plus mieux logé. Il y avait de la lumière, maintenant il n'y a rien. Je dis que maintenant, il y en a assez pour vivre dans cet état de délabrement. Et elle aussi est confrontée au même problème que M. Hilaire. Je suis propriétaire, je ne paye pas, j'ai déjà acheté, je ne paye pas de logement. C'est pas normal. Pour la mairie, pas question d'abandonner les résidents. Des dispositifs existent pour les aider à redevenir propriétaires en fonction de leur situation. Plus de 60% des propriétaires occupants, initialement présents dès les années 70 dans le quartier, sont aujourd'hui dans une situation de retraités et, je dirais presque, équivalent logement locatif très social. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de revenus pour leur permettre d'acheter une propriété classique. Alors, il y a des dispositifs d'aide spécifiques qui permettent aujourd'hui à des propriétaires impécunieux de pouvoir redevenir propriétaires. Et nous développons avec l'État ces différentes solutions pour leur permettre d'acheter de nouveau un bien. Des personnages qui œuvrent pour la cité. Des habitants qui se serrent les coudes et qui attendent une solution équitable dans la crainte. Ici, on aime son quartier et l'on voudrait y vivre décemment. Essentiel au cœur de la cité, un espace vert. Ça bon pour souhait, vous savez, le soir, le ballon, les camarades, et donc ça y va. Alors, ça nous permet de parler de l'Intrépide, un club qui existe dans ce quartier depuis une centaine d'années déjà et qui tient son siège à travers même ses bâtiments. Aujourd'hui, certains de ses membres s'inquiètent quant à l'avenir, justement à cause de cette fameuse rénovation annoncée. Reportage, Julien Godichaud. Il est 14 h et comme tous les mercredis, Guy Tirsi vient ouvrir le local de l'Intrépide Club. Un club centenaire, emblématique de l'histoire foyalaise, mais pour lui, l'Intrépide, c'est avant tout une histoire de famille. Quand est-ce que vous êtes arrivé dans le club? À ma naissance. ça paraît rigolo, mais à ma naissance, mon père, quand je me rappelle souvent, quand il s'est marié, était vice-président de l'Intrépide. Il y a une douzaine d'années, le club a acheté ce local d'une 60aine de mètres carrés dans la cité Bonnaire. Un lieu pour stocker le matériel, mais aussi la mémoire du club. C'est la saison 98-99. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à travailler, à trouver des jeunes, les mettre sur rail et les intégrer au fur et à mesure avec des anciens qui ont laissé la place et qui les ont encadrés. Nous sommes venus à Bonnaire parce que nous avons trouvé
une opportunité pour avoir un local. Ça nous a d'autant plus intéressés qu'il y avait pas mal de jeunes pour s'en occuper. Des jeunes qui depuis jouent dans l'équipe. Et c'est surtout important pour les jeunes, pour avoir une maison. C'est très important pour eux de l'avoir. Ils sont chez eux ici, ils ont le matériel, les seniors sont au groupe, on part ici pour aller au match, on vient les récupérer. Mais le quartier Bon-Air est en pleine rénovation et dans quelques mois, l'Intrépide Club devra rendre les clés du local. Pour l'instant, ils n'ont aucune solution de relogement. Une situation que déplore Guy Tirsi. Je ne pourrais jamais racheter un local, retrouver exactement, surtout que nous avons investi pour le mettre en état, nous avons mis des jalousies de sécurité, nous avons fait un certain nombre de trucs. Le local a été estimé à 19 000 € par les services municipaux, une somme qu'ils jugent insuffisante. Si la ville ne le reloge pas, il va devoir partir et c'est sur ce terrain que les enfants devront s'entraîner. Ce terrain n'est pas propice aux entraînements. Donc, premièrement, vous voyez, il n'y a pas de grande cage, il n'y a pas de quoi pour faire monter un atelier, donc il est bosselé, il est surtout très en pente. À bord de son van, il les emmène toutes les semaines sur le terrain de Châteauboeuf. Allez. Un loisir qui suscite des vocations. Quand je serai grand, c'est le métier que je voudrais faire. J'en ai besoin de ce club de foot. La mairie prévoit de raser le bâtiment en décembre 2015. Si d'ici là, le club n'a pas trouvé de local, il pourrait disparaître. Parlons de choses un peu plus gaies avec ce groupe que certainement beaucoup de Martiniquais ont rencontré au moins une fois dans leur existence. Il a enflammé les vidéos, il faut y aller. Je parle de Bon-Air City, fort de ses 75 membres. Le groupe a reçu déjà plusieurs distinctions, une belle aventure humaine et culturelle que nous content Julien Gaudichaud et Élodie Toto. Christian est un enfant du quartier Bon-Air. Il y vit depuis sa naissance, s'y investit et depuis quelques années, il a pris la direction de Bon-Air City, le groupe de carnaval de la cité. En bon canal, ils ont fait un groupe, on a trouvé que c'était sympathique, on a dit pourquoi pas, nous sommes dans un quartier aussi, pourquoi ne pas faire un groupe? C'était en 1972 et l'année suivante, le groupe courait son tout premier vidé. Ils étaient une dizaine dans les débuts, mais aujourd'hui, ils sont 75. Dans le quartier, le groupe est devenu une véritable institution. Ils m'ont impressionné, alors je voulais jouer de la musique avec eux. Et comment vous les trouvez? Très bien, formidable. Mes enfants ont participé quand ils étaient petits. Jusqu'à présent, mes enfants participent. Leur notoriété a même dépassé les frontières de la cité. Chaque année, compliments et récompenses pleuvent. Un motif de fierté pour Christian. Le trophée, c'est effectivement remis par la mairie de Fort-de-France. Donc c'est en considération, ça nous, quand même, on voit que quand même nous tenons le haut du pavé quand même. Basse, caisse claire, médium, tout l'équipement est stocké dans cet appartement prêté par la mairie. Seulement, le quartier va être rénové et l'immeuble démoli. Une problématique qui affecte tout le quartier. Une mauvaise chose. Le fait qu'on ne sera plus ici et puis il n'y aura plus de bonheur pour le groupe, pour le prochain carnaval. Mais pas question de déprimer. Les membres du groupe continuent de se réunir. On se passe le mot et puis, je sais pas moi, 4 semaines avant, on commence à s'entraîner. Souvent, les répétitions ont lieu en extérieur. Malgré le bruit, elles sont plutôt bien accueillies. Pourtant, la perspective du déménagement inquiète Christian. Personne ne veut entendre du bruit, on perd nos traditions, donc je ne sais pas comment ça se fera. On verra, s'il faut aller à la forêt, on ira à la forêt. Si pour le moment, personne ne sait ce qu'il va advenir du quartier Bon-Air, pour le groupe, une chose est sûre. Bon-Air City sera la star du carnaval de 2016. Notre invité s'appelle Éric Valère, il est président de l'UDAF, l'Union des familles. Union départementale des associations familiales. Alors, bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial où on parle de la cité Bon-Air. Il faut signaler que l'UDAF est installé dans ce quartier depuis un certain nombre d'années. Vous faites partie carrément des meubles, on dirait. Oui. D'ailleurs, par politesse, je réponds au bonjour qui m'a été fait. Effectivement, l'UDAF, c'est une fédération de 40 associations familiales qui a pris naissance à la cité Bon-Air en 1958, il faut le préciser. Et l'UDAF tient à ce que Cité Bon-Air reste son point d'ancrage. Vous avez assisté donc à la construction de la cité? Eh bien,
peut-être pas moi individuellement, non, enfin, mais 58, l'institution est le grand témoin du démarrage du programme de logement qui a constitué Bonaire au fil des ans. Le rôle de l'UDAF, c'est défendre les familles, encadrer, soutenir. On peut dire que vous jouez un grand rôle dans ce quartier. Vous avez vu des associations passer, des familles durant toutes ces années? Ben oui, c'est-à-dire que l'UDAF, c'est une association à vocation martiniquaise, puisque l'UDAF est représenté par ces associations familiales adhérentes depuis des années. Hein. Donc c'est bien une association départementale, mais l'UDAF tient à ce que le travail de développement des familles d'accompagnement des besoins des familles, privilégie disons, le quartier Bonaire. Justement, puisqu'on parle d'accompagnement, l'UDAF est très attaché à ce quartier. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance dans cette opération de résorption, on dirait, de l'habitat, parce qu'il faut reloger des familles, il y a des craintes, il y a des difficultés, des angoisses. Ça aussi, c'est votre rôle d'encadrer un peu tout cela? Bien, nous, notre rôle, ce n'est pas de nous immiscer dans des affaires qui ne relèvent pas de nos missions. Mais il est certain que lorsqu'il y a des familles qui sont confrontées à des difficultés liées au logement, voire même au relogement, eh bien l'UDAF ne peut pas être indifférente. Mais l'UDAF n'intervient que si les demandeurs ou les bénéficiaires font partie de leur réseau d'associations familiales. L'UDAF privilégie par contre, tout en donnant la priorité à la cité Bonaire, qui est proche de son cœur, de son fonds baptismal, eh bien, l'UDAF privilégie les associations qui œuvrent dans le secteur. Alors, je note bien quand vous dites cité Bonaire, et on le voit, il y a du Bonaire ici. Oui. Couramment, on dit cité Bonaire. Qui reste quand même cité du Bonaire. Cité Bonaire n'est pas du tout la cité décriée pour certains actes malveillants, des voyous, etc. Non, c'est pas ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des actions que nous faisons avec les associations de quartier, Lionnage Cité. Et nous avons également le point Info Famille. Oui. Le point Info Famille accueille les résidents. Nous avons des opérations écrivains publics. Nous avons des actions d'accompagnement des familles dans leurs difficultés à trouver des logements face au surendettement. Nous pouvons aider les familles à gérer leur budget au quotidien. Le budget familial, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Nous avons d'autres types d'actions sociales qui visent justement à faire en sorte que le lien entre l'action sociale et l'action familiale soit établi. Nous ne sommes pas une association distributrice de finances, mais seulement nous disposons d'une logistique et nous sommes dans le cadre de nos missions pour pouvoir accompagner les familles. Ça vous fait quoi, je pose la question à Eric Valère, ça vous fait quoi de savoir que demain, dans un avenir proche, plus ou moins proche, le quartier changera, on aura peut-être à la place un éco-quartier, bien que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Oui, mais justement, tout ceci, je crois, fait partie de la modernité et ça fait partie des impératifs écologiques de l'humain, l'être humain. Et l'UDAF est très attaché à ce que l'être humain soit préservé dans les opérations de développement. Et là, on vous demandait le sentiment d'Éric Valère. Ben oui, mais Éric Valère ne peut pas se dissocier de l'action familiale car il fait partie d'une famille. Il se trouve qu'il est président de la grande famille martiniquaise. Donc, Éric Valère et la politique familiale, ça ne fait que. Ce que je peux dire, c'est que nous avons pour souci de ce que les personnes qui seront éloignées le temps du réaménagement, nous avons à cœur et nous veillerons à cela. Nous ne sommes pas des opposants puisque nous n'avons pas à nous immiscer quant aux politiques de développement, mais nous sommes déterminés à suggérer aux aménageurs que ces gens puissent retrouver leurs racines parce que Bonaire se renouvelle. Mais Bonaire ne se perdra jamais, de notre point de vue. Hein? Voilà, mais très belle fin. Merci Éric Valère. Merci quant à vous de nous avoir suivis jusque-là. On espère que vous avez appris des choses intéressantes concernant ce quartier Bonaire. Voilà, on ne dit pas Bonaire, Bonaire. Voilà. Bonaire. Très bonne soirée, retour dans les studios. On se retrouve la semaine prochaine.
C'est avec cette immersion au quartier Bonaire que se termine votre journal local et communal. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive avec Stéphane Lepon.